soir, la reprise du travail dans les gares de Calais et de Boulogne-sur-Mer. À l'étranger, Jérusalem, étape la plus attendue de la tournée de James Baker au Proche-Orient. Et puis ce soir, dans le 19-20, Abdelmoumen Diouri, l'opposant marocain de retour en France, répond à nos questions. Tels seront les temps forts de cette édition. Mais d'abord, la vague de chaleur qui s'abat sur l'Espagne et sur les États-Unis. Des températures records à New York. Didier Auriac. L'alerte a été donnée hier, New York ne respire plus, victime d'une terrible vague de chaleur. Une partie de la ville américaine est au bord de l'asphyxie. À l'intérieur de la cité, le mercure a atteint 38 degrés. Les autorités ont aussitôt lancé une mise en garde en raison des fortes concentrations d'ozone. Elles ont demandé aux New-Yorkais, si possible, de ne pas utiliser leur voiture. Depuis quelques jours, la pollution a en effet entraîné des difficultés respiratoires parmi la population. Plus grave encore, la situation en Espagne où la chaleur serait responsable du décès de dizaines de personnes âgées. À Madrid, 120 personnes sont mortes à la suite de problèmes respiratoires et cardiovasculaires. La température qui a atteint vendredi 46 degrés serait également à l'origine de comportements agressifs. 3 homicides conjugaux ont été commis cette semaine dans la capitale espagnole. Enfin, la chaleur a également provoqué des incendies de forêt. Dans la banlieue de Madrid, 500 villas ont été encerclées par le feu. Près de Valence, 3500 hectares sont déjà partis en fumée depuis le week-end dernier. Jérusalem, dernière étape de la tournée de James Baker au Proche-Orient, la plus difficile. Le secrétaire d'État américain est arrivé ce soir dans l'État hébreu, fort du soutien de nombreux pays arabes. Il est notamment porteur d'une lettre du numéro 1 syrien qui se déclare prêt à rencontrer Yitzhak Shamir. Dernières informations avec Philippe Pister. Le chef de la diplomatie américaine accueilli à l'aéroport Ben Gourion par son homologue israélien David Levy. Départ immédiat, direction le consulat américain à Jérusalem, pour une rencontre avec 3 personnalités palestiniennes, dont Faisal Husseini. C'est dans la soirée que James Baker devrait avoir un premier entretien avec les autorités israéliennes. Entretiens cruciaux, à tel point qu'il a décidé de prolonger sa visite jusqu'à demain matin pour des discussions supplémentaires avec Yitzhak Shamir. C'est qu'il y a matière à discuter. D'abord, cette fameuse lettre du président syrien à George Bush, lettre qualifiée de très positive par Washington. Hafez el-Assad s'y dirait même prêt à une rencontre avec Yitzhak Shamir. Proposition qui suscite la surprise à Jérusalem. Enfin, après Damas donc, Le Caire et Riyad, c'est à Amman ce matin que James Baker a obtenu le soutien arabe à sa conférence de paix. La Jordanie, après l'Arabie Saoudite, a également approuvé la proposition égyptienne de lever du boycottage arabe d'Israël en échange de l'arrêt des implantations dans les territoires occupés. Proposition que récusent totalement pour l'instant les Israéliens. En Yougoslavie, la radio slovène annonce des préparatifs de retrait de l'armée fédérale. En Croatie, les affrontements se poursuivent. 3 policiers tués aujourd'hui. Enfin, à l'étranger toujours, sachez que le régime irakien décrète une amnistie en faveur des opposants politiques et des militaires déserteurs. Une décision prise par la plus haute instance politique à Bagdad. Pour la première fois depuis son retour en France, Abdelmoumen Diouri s'explique sur un plateau de télévision. Abdelmoumen Diouri, vous êtes un opposant marocain, réfugié politique en France depuis 1977. Le 20 juin dernier, la France vous expulse, suivant la procédure d'urgence absolue vers le Gabon. Suite à la décision du tribunal administratif de Paris, vous êtes autorisé à revenir en France. Monsieur Diouri, le ministre de l'Intérieur, Philippe Marchand, vous a accusé d'avoir de multiples contacts avec les services étrangers en Europe, notamment avec les Libyens et les intégristes maghrébins. Que répondez-vous aujourd'hui à ces accusations? Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je voudrais aussi profiter de l'occasion de remercier tous les médias français, l'opinion publique française, qui, grâce à son engagement, m'a fait revenir sur le territoire français. Si je sors de mon silence maintenant, ce n'est pas pour faire des déclarations. Je suis encore tenu par des obligations de réserve. Je ne vais pas en débattre. Mon avocat est saisi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je réitère actuellement toutes les accusations, je suis formel, toutes les accusations qui ont été portées contre moi sont fausses et mensongères. Je suis là depuis 20 ans en France, depuis le 20 octobre 1971. J'ai entendu,
comme la plupart des gens, que j'étais agent des Libyens, des Irakiens, et j'en passe. Si réellement j'étais un homme aussi dangereux qu'on puisse le prétendre maintenant, je pense qu'on ne m'aurait pas renouvelé mon passeport, mon titre de voyage, qui a été renouvelé en mars 91. Donc, je suis en règle. Vous allez peut-être le montrer à la caméra ici, Monsieur Dioury. Je suis en règle vis-à-vis des autorités françaises. Mon passeport a été renouvelé. Et puis tout d'un coup, on m'expulse. Je souhaite qu'on puisse dire la vérité sur cette expulsion. Alors selon vous, M. Dioury, pourquoi vous êtes-on expulsé alors? Je le confirme, à cause d'un livre. Un livre pour lequel Hassan II n'a pas répondu, puisque j'ai écouté le début de son interview. Un livre qui fera mal, puisque j'explique à travers ce livre que nous sommes passés du colonialisme français à un colonialisme hassanien. Écoutez, il y a des choses qui parlent d'elles-mêmes. Je ne peux pas m'étaler pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que le livre, mais je vous donne un exemple. Ça, c'est l'organigramme de la société holding propriété de Hassan II, qui est propriétaire des mines, de l'agro-industrie, de l'industrie diverse, des automobiles, pièces de rechange, montage, imprimerie, cosmétiques, tout, jusqu'aux banques. Tout ce qui est bénéficiaire appartient à Hassan II. Mieux que ça, nous avons un exemple qui ne se passe nulle part, il ne s'est passé nulle part dans le monde. Nous avons des sociétés qui étaient déficitaires, pour lesquelles le Maroc a demandé des crédits auprès de la Banque mondiale. Une fois qu'elles sont devenues bénéficiaires, elles sont devenues propriétés de Hassan II. Et c'est le peuple marocain qui continue à payer les dettes. Mais enfin, bon, vous êtes un vieil opposant au régime du roi Hassan II, vous avez été torturé, vous avez été condamné à mort, puis amnistié en 1965, mais depuis cette date, le Maroc a tout de même évolué, il a fait preuve d'ouverture, le régime a fait preuve d'ouverture, il y a un parlement qui est élu, il y a une opposition qui est déclarée et qui peut s'exprimer à travers ses journaux, y compris le Parti communiste, une opposition qui d'ailleurs n'a pas été tendre avec vous pendant toute cette affaire. Est-ce que vous ne pensez pas que votre combat est un peu dépassé à l'heure actuelle ? Je ne pense pas. Je peux vous dire une chose, c'est que l'opposition marocaine actuellement, qui se dit de gauche, à mon avis, fait tout ce qu'elle peut. Quand ils dépassent un petit peu les limites, eh bien, on les voit dans les prisons du Maroc, où on les assassine devant la porte de chez eux. Les exemples sont nombreux. Vous savez, une opposition au Maroc n'a pas la liberté de s'exprimer. Il y a des opposants marocains qui sont répartis un peu partout en Europe, qui parlent, qui écrivent. Moi, malheureusement, l'actualité et les événements m'ont mis au devant de la scène. Sincèrement, cela ne changera en rien ma façon de voir. Je continuerai à lutter. J'ai toujours mené un combat pour la démocratie au Maroc, pour la liberté des prisonniers politiques. C'est un combat solitaire. Le roi Hassan II vient de déclarer chez nos confrères de TF1 et de RTL que justement il n'y avait plus de prisonniers politiques au Maroc. Vous savez, c'est un langage qu'on entend depuis longtemps, mais c'est vraiment indigne d'un homme politique, encore moins d'un chef d'État. Lorsqu'il n'y a pas un seul pays au monde qui n'a pas ses prisonniers politiques, sauf au Maroc. Ce sont des droits communs. Eh bien, si c'est des droits communs, tant mieux. Des gens comme Abraham Serfati mériteraient d'être à la tête de l'État. Des gens qui sont emmurés dans le ban de Tazmamart, des officiers de supérieurs extraordinaires, des hommes de grande culture, sont en train de mourir à petit feu dans le ban de Tazmamart. Il y a actuellement des officiers qu'on est en train d'assassiner dans la base de Kénitra, dans les bases, les casernes militaires du Moyen Atlas. Qui avaient tenté d'abattre le roi. Non, pas du tout. Ceux-là, il y en a beaucoup qui ont été assassinés, d'autres sont en train de mourir à petit feu dans le ban de Tazmamart, mais il y a d'autres officiers. Par exemple, le dernier en date, c'est 100 officiers marocains, soldats marocains, pardon, qui ont été ramenés de l'Arabie Saoudite, qui ont été envoyés dans le contingent pour aider l'Arabie Saoudite. Ils ont été exécutés à la base de Kénitra. On leur reproche de ne pas avoir marché
avec les Américains pour lutter contre le peuple irakien. Oui, alors vous étiez pratiquement inconnu de l'opinion française. Le livre de Gilles Perrault, notre ami le roi, vous a fait connaître. Dernièrement, votre expulsion vous a projeté au devant de la scène. Est-ce que c'est une bonne publicité tout de même pour votre livre? En tout cas, mon livre, j'ai fait une proposition hier à travers Libération, et je dis à Hassan II, s'il libère les prisonniers politiques, civils et militaires, je renoncerai à la publication de ce livre. Quant au livre de Gilles Perrault, il a fait avancer énormément de choses pour les droits de l'homme au Maroc. Je tiens à vous dire une chose. Monsieur Gilles Perrault est un grand écrivain que je n'ai vu qu'une seule fois de ma vie, la première fois de ma vie, lors de la fête de l'humanité. Il était en train de dédicacer son livre au stand de l'ASDOM. L'Association des droits de l'homme marocain. Tout à fait. Je dirais, avec un peu de plaisanterie, si vous me permettez, que je ne comprenais pas toujours M. Gilles Perrault lorsqu'il disait que Hassan II est fou. Il le disait et le répétait. Comment voulez-vous que Hassan II puisse être fou lorsqu'on voit ici qu'il a inventé le plus grand appareil de cardiologie dans le monde? Cela nous rappelle quoi? Les Ceausescu. Cela nous rappelle les dirigeants roumains. Alors quel régime souhaitez-vous pour votre pays? C'est une question Une république personnelle. islamique, comme vous l'avez dit? C'est une question personnelle. Je souhaite réellement une république islamique au Maroc. Voilà pourquoi. Si j'étais en croisade contre la monarchie de droit divin, basée sur la violence, la répression et la torture, c'est parce que je milite pour un islam plus tolérant, laïque, où chacun est égal dans cette société et dans la cité. Vous militez par la seule écriture? Je pense qu'aujourd'hui, le mot démocratie fait trembler toutes les dictatures. Pourquoi voulez-vous que je change? Le fait de militer pour l'avènement de la démocratie, je pense qu'on arrivera tôt ou tard à l'instaurer. Je reviens du Gabon, je m'excuse, ce n'est pas... c'est uniquement 2 mots. Le président Bongo était tellement content de me raconter son expérience de la démocratie, et j'ai vu des journaux qui le critiquaient, les journaux de l'opposition qui critiquaient le président lui-même. Monsieur Diorine, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Le conflit touche à sa fin à Calais et à Boulogne-sur-Mer. Les agents de manœuvre de ces 2 gares décident de suspendre leur mouvement de grève. Retour à la normale progressif du trafic ferroviaire. Samuel Costa. 125 ce midi à Boulogne, la majorité des cheminots votent la poursuite de la grève contre l'avis de leurs délégués syndicaux CGT et CFDT. Mais coup de théâtre, ils apprennent la reprise du travail à Calais. On procède à un second vote, le mouvement est suspendu. Les dernières avancées de la direction ont porté levée de la plupart des sanctions, paiement d'une partie des jours de grève, octroi d'une prime d'été d'environ 1100 francs et mesures locales de promotion individuelle. Un compromis acceptable car à Boulogne comme à Calais, le cœur n'était plus à la mobilisation. C'est vrai que tout le monde n'obtient pas ce qu'il voulait, mais nous personnellement on n'ira pas plus loin. On n'aura pas satisfaction meilleure. Pour ma part, j'ai obtenu l'élévation de mon poste de travail. Ça me fait quand même un gain de 400 à 100 francs, une prime qui est acceptable, 250 francs. Il y a eu beaucoup d'avancées locales, 27 nominations sur place à Boulogne-sur-Mer. Je pense qu'on peut reprendre le travail la tête haute. Pour ce qui concerne des revendications, je peux dire que, enfin je crois tout au moins que nous avons donné quasiment satisfaction à de très nombreuses revendications locales et qui sont liées à l'importance du trafic transmanche et pendant l'été et au surcroît de travail qui en découle. Côté gare de Calais, le trafic se faisait encore cet après-midi par navette autocar. À 16h37, une première rame quittait à l'heure la gare de Calais pour Lille. Le trafic voyageur devrait retrouver la normale dans la soirée.
Le parler cru d'Édith Cresson, certains s'en indignent, d'autres ironisent. C'est le cas de Michel Noir, le député maire de Lyon, invité du forum RMC L'Express, y voit l'une des causes de la chute de popularité du Premier ministre, d'autant que selon lui les résultats du gouvernement ne sont pas au rendez-vous. Michel Noir. Si la caractéristique de notre nouveau Premier ministre c'est de parler cru, alors vraiment plus que cru, hein, je suis pas sûr que ça soit bon pour... alors sûrement pour nos relations diplomatiques, parce que vraiment je voudrais pas être à la place des Britanniques, des Japonais, ou voire même des responsables socialistes. Eux c'est des, je sais plus si c'est cloporte ou de... C'est le mot généralement attribué, cloporte. Ou d'enflure, enfin je sais pas, bref. Tout ça, c'est quand même pas un langage. Il faudrait tout de même pas qu'on soit obligé d'inventer 5 ou 6 14 juillet pour que le président de la République soit obligé de faire un oral de rattrapage d'un Premier ministre en difficulté parce qu'elle se plante. Voilà, oui, je me mets déjà à parler comme elle. Édith Cresson, justement, invitée surprise, invitée de marque du défilé de la maison Torrent ce matin. Coup d'envoi ministériel des collections haute couture automne-hiver 92. Torrent qui a peut-être provoqué ce matin, sans le vouloir, la réconciliation franco-japonaise. Reportage Sabine Gorny. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. Pas une fourmi japonaise ne manquait à l'appel. Édith Cresson est bienvenue, n'a rien dit, mais regardez, geste ô combien symbolique, elle s'est assise à la droite de l'épouse de l'ambassadeur du Japon qui ne l'avait vue que dans le journal. Alors première réaction, elle est comment, Madame Cresson? Elle est très jolie, elle est très féminin que je pensais, plus jolie que dans le journal photo. Ça, c'est tout l'art de la diplomatie. Ces dames ont donc parlé chiffon, premier signe de réconciliation. Même si les Japonais n'ont guère apprécié d'être traités de fourmis, l'incident diplomatique est clos, en apparence du moins. Il y a une partie de vérité aussi, mais les Japonais ne doivent pas être énervés pour cette chose-là. Comme les Japonais, nous avons un caractère calme en général, on devait garder notre calme. Japonaiserie mise à part, sachez que notre Premier ministre haute couture n'aime pas du tout les robes. Elle ne jure que par les tailleurs confortables de la maison qui l'habillent depuis 6 ans. Elle est la même, elle est une femme qui travaille, qui a des impératifs, qui a besoin de changer souvent. Évidemment, elle n'achète pas ses robes. Elle porte aussi bien du prêt-à-porter que de la haute couture. Elle soutient notre image et nous avons la chance qu'elle veuille le faire. Les Japonais aiment Torrent, Madame Cresson aussi. Vous verrez que tout cela finira par un mariage de raison. 44 arbres abattus en plein cœur de Strasbourg, de quoi provoquer très tôt ce matin la colère des écologistes. La municipalité promet de replanter plus de 1000 arbres. Au centre de cette polémique, la création du tramway dans la capitale européenne. Reportage d'Evelyne Herbert. 35 000 personnes ont signé la pétition s'opposant à l'abattage de 44 arbres, pour certains centenaires, quai Kléber et Saint-Jean à Strasbourg. Seule une vingtaine d'entre eux, des écologistes et membres de diverses associations, ont dormi sous les arbres cette nuit. Vers 1 h du matin, les forces de police ont bouclé le quartier et évacué les occupants. Jusqu'à l'aube, 200 personnes se sont regroupées autour du site. Face à cette résistance, la police a réagi brutalement. Gaz lacrymogène et matraques sont entrés en œuvre. Parce que nous voulons défendre des arbres, vous devriez avoir honte, monsieur. Honte! C'est pas possible qu'on utilise du gaz lacrymogène. Vers 5 h du matin, les CRS sont intervenus pour agrandir encore le périmètre de sécurité. Mais ce n'est que vers 6 h que le bruit des tronçonneuses a couvert celui des manifestants. Éric Navet et Quito de Bossy sont les rois du concours d'obstacles. Champions du monde l'an passé, ils viennent d'être sacrés champions d'Europe cet après-midi à la Baule. Dominique Champeau. Jeudi, au terme de la première journée qualificative, Éric Navet et le fougueux Quito de Bossy avaient sans doute fait une croix sur le titre de champion d'Europe. 24e, très loin derrière le Britannique Whittaker, le champion du monde payé cher, le tempérament un peu dissipé de sa monture. Remis d'aplomb par 2 parcours sans faute dans la journée de vendredi, il recommençait cet après-midi. 4 parcours de haut niveau sans tutoyer le moindre obstacle, alors que Whittaker de son côté était pénalisé 5 fois. Un exploit authentique et rare de maîtrise à ce niveau de compétition.
Champion du monde l'an passé, ce titre européen est pour Éric Navet la plus spectaculaire des confirmations, en attendant bien sûr les Jeux de Barcelone. L'Espagnol Miguel Indurain conserve le maillot jaune à l'issue de la 15e étape du Tour de France, 235 km entre Albi et Alès, remporté par l'Italien Argentine. Un dimanche estival pour les 67 concurrents de Tour de France aérien. Aujourd'hui, c'est en longeant les côtes de Dunkerque à Deauville qu'a eu lieu la 4e étape, Dunkerque-Caen. L'occasion pour nos envoyés spéciaux, Daniel Durandet et Christian Decarnet, de vous présenter dans un décor de rêve une patrouille acrobatique. Regardez. Un paysage de rêve aujourd'hui pour voir évoluer la patrouille Brittany Ferries, les Lilliputiens de la caravane du Tour de France aérien. Un commandant de bord de 747, Yves Duval et ses deux acolytes, évoluant sur des cri-cri, des avions miniatures pesant le poids d'un homme, 75 kg propulsés par 2 moteurs de tondeuse à gazon. Des poids plumes qui autorisent toutes les figures de voltige à plus de 250 km/h. Avec un peu de patience, 1500 heures de travail et un budget raisonnable, environ 60 000 francs, le monde du cri-cri est à la portée de tous. Le cirque baroque revient en Avignon pour la 2e année consécutive. Parmi les 500 spectacles vivants, Dominique Poncet et Jean-Jacques Ledeuil ont choisi Trapèze dans l'Azur. Au début, ils furent théâtre forain, puis ils devinrent le Puy aux images. Ils sont depuis 6 ans le cirque baroque. Mais depuis toujours, c'est Christian Taguet qui tient les rênes de ce chapiteau pas comme les autres. Pas comme les autres, parce qu'ici, si on ne trouve nul numéro de dressage, en revanche, on assiste à un mariage unique des thèmes de la science et des jeux du cirque. Comme si Achille Zavata et Hubert Reeves s'étaient donné la main pour inventer le spectacle. Notre spectacle s'appelle Trapèze dans l'Azur. C'est un conte fantastique sur la disparition de l'étoile polaire. Celle qui donne un sens à notre vie. Et cette étoile polaire disparaît, c'est une trapéziste très belle qui disparaît au début du spectacle et qu'on va rechercher avec avidité. C'est un spectacle très aérien. Nous avons fait faire le chapiteau tout à fait spécialement pour ce but. C'est un chapiteau compte tenu de ses dimensions. Hors tout, je dirais qu'il y a un grand volume aérien, il se passe beaucoup de choses en l'air. Il y a 22 personnes en tout. Il y a 18 personnes sur la piste et 4 techniciens. Le cirque baroque, ce sont de véritables artistes. Des magiciens malins, des trapézistes superbes, des acrobates hors pair et des jongleurs à couper le souffle. Mais c'est aussi et surtout peut-être un univers d'une poésie follement cocasse, qui naît sans doute de l'amour fou de Christian Taguet pour les jeux de lumière. Voilà, fin de cette édition. Dans quelques petites secondes, le point météo complet de Michel Touré. Je vous donne rendez-vous à 22h20 pour Soir 3. Très belle soirée sur la 3. Au revoir.